Les flammes dévoraient la vieille maison familiale comme une bête affamée. Et Élise, le cœur battant à tout rompre, s'enfuit dans la nuit parisienne sans un regard en arrière. Elle avait couru pour sauver sa peau, oubliant dans l'instant primal de la terreur que Camille, sa petite sœur, dormait encore à l'étage supérieur. Quand l'aube révéla les ruines noircies du quartier de Montmartre, Élise hurla un cri qui déchira le silence. Un hurlement primal qui porta jusqu'au toit de zinc. Sa sœur était partie, emportée par le feu qu'elle-même avait allumé par négligence. Et dans ce vide abyssal, un notaire apparut comme un spectre, murmurant des mots qui firent vaciller son monde. Le testament de Camille léguait tout à une femme nommée Léa Moreau. Une ombre inconnue qui surgit soudain de l'oubli. Élise s'effondra sur le trottoir mouillé par la pluie fine d'automne, ses genoux heurtant les pavés irréguliers de la rue des Abbesses. Paris. Cette ville qu'elle avait toujours aimée pour ses lumières éternelles et ses secrets enfouis, se muait en un labyrinthe hostile, où chaque ombre rappelait son échec impardonnable. À 35 ans, Élise Duval était une architecte reconnue. Une femme aux courbes affirmées par des années de solitude assumée. Fière de son amour pour les femmes qui l'avaient menée à travers des amours fugaces et des cœurs brisés. Mais ce matin-là, alors que les pompiers arrosaient encore les braises, elle n'était plus qu'une sœur coupable. Une lesbienne parisienne qui avait fui au lieu de tendre la main. Camille. Sa cadette de 28 ans. Aux cheveux châtains ondulés et au sourire espiègle qui illuminait les cafés du Marais, avait été son ancre. Sa confidente dans les nuits où Élise doutait de tout. Elle partageait un appartement chargé de souvenirs, les rires étouffés après des verres de vin trop nombreux. Les confidences sur des amours interdites dans une France encore marquée par des préjugés sournois. Élise avait allumé une cigarette près d'une étagère instable. Un geste banal après une dispute futile sur l'avenir. Et le feu avait pris. Vorace. Impitoyable. Les jours suivants se fondirent en un brouillard de culpabilité. Élise erra dans les rues de Paris comme un fantôme, évitant les regards compatissants de ses amis du quartier latin. Ces lesbiennes militantes qui organisaient des soirées dans des bars enfumés du 11e arrondissement. Elle revoyait sans cesse la scène, l'odeur âcre de la fumée envahissant la chambre. Le craquement sinistre des poutres. Et son propre corps propulsé dehors par l'instinct de survie. Pourquoi n'avait-elle pas crié plus fort? Pourquoi Camille n'avait-elle pas répondu à ses appels étouffés? Les autopsies parlaient de monoxyde de carbone. Une mort douce et traîtresse. Mais pour Élise, c'était un verdict de trahison. Elle passa des nuits blanches dans son petit studio loué à la hâte près de la Seine. Les yeux rivés au plafond craquelé. Imaginant le visage de sa sœur déformé par les flammes. Et puis, il y eut ce coup de fil du notaire. Un homme sec et compassé nommé Monsieur Laurent, qui insista pour une rencontre immédiate dans son étude du 8e arrondissement. Assise dans le fauteuil de cuir usé, Élise écouta d'une oreille distante les formalités, l'appartement détruit. Les dettes accumulées par Camille pour ses études d'art à la Sorbonne. Et ce legs inattendu. Votre sœur a rédigé ce testament il y a 6 mois. Mademoiselle Duval. Elle lègue l'essentiel de ses biens, une petite somme. Des bijoux de famille. Et une lettre scellée à une certaine Léa Moreau, résidant à Lyon. Élise sentit un froid glacial l'envahir. Qui était cette Léa? Camille n'avait jamais mentionné ce nom lors de leurs soirées arrosées au caveau de la Huchette, où elle dansait sur des airs de jazz lesbien jusqu'à l'aube. Était-ce une amie? Une amante secrète? Élise, qui avait toujours protégé sa sœur des jugements familiaux leur mère. Une bourgeoise conservatrice de province.
N'ayant jamais accepté l'orientation de Camille, se sentit trahi une seconde fois. Je dois la voir, murmura-t-elle. La voir rauque. Le notaire hocha la tête, lui tendant une adresse griffonnée sur un carton jauni. Le train pour Lyon filait à travers la campagne bourbonnaise. Un paysage de vignes et de châteaux qui aurait dû apaiser Élise, mais qui ne faisait qu'amplifier son tourment. À 35 ans, elle portait les marques d'une vie intense, des tatouages discrets sur les épaules. Souvenir d'un voyage à Berlin avec une ex-amante. Et une cicatrice au genou d'une chute en vélo le long de la Loire. Son amour pour les femmes était une évidence depuis l'adolescence. Nourri par les lectures de Colette et les films de François Ozon. Mais il l'avait isolée, la rendant méfiante envers les liens durables. Camille, en revanche, était l'opposé, une artiste flamboyante, aux courbes généreuses et aux rires contagieux, qui embrassait la vie avec une passion lesbienne assumée. Fréquentant les cercles queer de Lyon lors de ses week-ends étudiants, Élise descendit à la gare de Perrache sous un ciel plombé, le cœur serré par l'inconnu. Léa Moreau habitait un immeuble haussmannien près de la place Bellecour. Un quartier bourgeois où les fontaines murmuraient des secrets anciens. La porte s'ouvrit sur une femme d'environ 30 ans. Aux yeux noisettes profonds et aux cheveux auburn coupés en un carré asymétrique qui encadrait un visage pâle marqué par la tristesse. Léa était française. Originaire de la Drôme provençale. Avec cette élégance naturelle des femmes du Sud, une silhouette élancée. Vêtue d'une robe fluide noire qui soulignait sa grâce androgyne. « Vous êtes Élise Duval ?» demanda-t-elle d'une voix douce, teintée d'un accent lyonnais chantant. Élise hocha la tête, incapable de parler, submergée par une vague d'émotions contradictoires. Cette femme, inconnue et pourtant liée à sa sœur par un fil invisible, dégageait une aura de vulnérabilité qui la désarmait. Elles s'assirent dans un salon aux murs tapissés de livres d'art et de toiles inachevées des nus féminins entrelacés. Signatures évidentes du talent de Camille. Léa versa du thé à la menthe, ses mains tremblant légèrement. Camille m'a parlé de vous. Elle vous adorait. Les mots tombèrent comme une pluie bienfaisante sur un sol aride. Pendant des heures, Léa raconta leur histoire, une rencontre fortuite lors d'une exposition au Musée des Beaux-Arts de Lyon. Où Camille, en stage, avait accroché un tableau audacieux représentant deux amantes enlacées sous un ciel provençal. Léa, conservatrice de 29 ans à l'époque, avait été captivée non seulement par l'œuvre, mais par la femme derrière cette Parisienne exubérante qui l'avait invitée à un apéritif saucisson praline typiquement lyonnais. Leur romance avait fleuri en secret. Des escapades dans les ruelles pavées de la vieille ville. Des nuits passionnées dans l'atelier de Léa surplombant la Saône, où elles exploraient leur corps avec une tendresse fiévreuse, défiant les normes d'une société française encore frileuse face aux amours saphiques. Elle disait que vous étiez sa boussole, confia Léa, les larmes aux yeux. La sœur forte qui l'avait aidée à s'accepter. Élise sentit son cœur se fissurer, comment avait-elle pu ignorer cette lumière dans la vie de Camille? Mais la révélation la plus déchirante vint avec la lettre scellée. Élise l'ouvrit d'une main fébrile. Les mots de sa sœur dansant devant ses yeux embués, ma chère Élise. Si tu lis ceci, c'est que le pire est arrivé. Pardonne-moi de t'avoir caché Léa, j'avais peur que notre mère ne le supporte pas. Et je voulais te protéger. Mais sache qu'elle est ma famille élue. Mon amour vrai. Prends soin d'elle. Comme tu l'as toujours fait pour moi. Et souviens-toi, l'amour ne brûle pas. Il illumine. Élise sanglota, le papier froissé dans son poing.
tandis que Léa posait une main hésitante sur son épaule. Dans ce geste simple, naquit une étincelle inattendue. Un frisson qui traversa Élise comme une promesse. Était-ce la culpabilité qui parlait? Ou quelque chose de plus profond? Une connexion tissée par l'absence de Camille. Les semaines suivantes furent un tourbillon de deuil et de découverte. Élise prolongea son séjour à Lyon, prétextant des affaires pour son cabinet d'architecture. Mais en vérité, c'était Léa qui l'attirait irrésistiblement. Elles arpentaient ensemble les berges du Rhône, main dans la main sous les saules pleureurs, partageant des silences lourds de non-dits. Léa, veuve de cœur à 30 ans, portait son propre fardeau, une enfance dans un village provençal où les ragots sur son caractère masculin l'avaient isolée, la poussant vers les musées comme refuge. Son amour pour Camille avait été un baume, une affirmation de sa féminité fluide. Lesbienne assumée dans une France post-mariage pour tout ce qui masquait encore des préjugés ruraux. Élise, parisienne citadine, trouva en elle une douceur contrastant avec ses propres amours urbaines, fiévreuses et éphémères. Lors d'une soirée au Café des Fédérations, un bistrot lesbien caché dans le vieux Lyon, elles burent du Beaujolais. Et les mots coulèrent enfin, « Je me sens coupable », avoua Élise, sa voix brisée par le vin et les souvenirs. J'ai fui. Léa. J'ai laissé Camille derrière. Léa la serra contre elle, leur corps se moulant dans une étreinte qui dépassait la consolation. Camille m'a dit que tu étais humaine. Élise. Pas une héroïne. Et c'est ça qui rend ton amour si précieux. Cette nuit-là, dans l'appartement de Léa, elles s'embrassèrent pour la première fois. Un baiser salé de larmes et de désirs naissants, sous le regard bienveillant d'une toile inachevée de Camille. C'était comme si la sœur disparue les guidait, transformant la tragédie en un pont fragile vers la guérison. Mais le drama ne s'arrêta pas là. La mère d'Élise, Madame Duval, une veuve rigide de 60 ans originaire de Bordeaux, apprit l'existence de Léa par un commérage familial. Elle débarqua à Lyon un après-midi pluvieux, son tailleur impeccable contrastant avec la désolation dans ses yeux. Une femme. Pour Camille. Et maintenant pour toi. C'est une malédiction. Élise. Le feu a emporté notre lignée droite. La confrontation éclata dans le salon de Léa. Un ouragan de mots acérés et de reproches ancestraux. Madame Duval, imprégnée d'une France catholique traditionnaliste, refusait d'accepter que ses filles aient choisi l'amour saphique plutôt que le mariage hétéronormé. Tu as tué ta sœur par ton égoïsme. Et maintenant tu salis sa mémoire avec cette étrangère. Hurla-t-elle, pointant Léa du doigt. Élise se dressa, le cœur en feu, défendant non seulement son amour naissant mais l'héritage de Camille. Mère. Camille était heureuse avec Léa. Plus heureuse que dans tes cages dorées. Et moi, je l'aime d'une façon qui guérit, pas qui détruit. Léa, tremblante mais résolue, intervint, Madame. Votre fille nous a légué plus qu'un testament. Elle nous a légué la liberté d'aimer sans chaîne. La vieille femme s'effondra en larmes. Un barrage cédant enfin après des décennies de déni. Et dans ce chaos émotionnel, un semblant de réconciliation naquit. Fragile comme une toile fraîche. Pourtant, le passé refusait de lâcher prise. Élise fut hantée par des cauchemars où les flammes reprenaient vie. Où Camille l'appelait depuis les décombres. Accusatrice et suppliante.
Elle consulta une thérapeute queer à Lyon. Une femme d'une quarantaine d'années nommée Sophie. Qui l'aida à dénouer les nœuds de culpabilité. Le feu n'était pas ta punition. Élise. C'était un accident dans une vie imparfaite. Et Léa. C'est le cadeau de Camille pour te rappeler que l'amour renaît des cendres. Sécession. Bercée par le bruit distant des tramways lyonnais. Permirent à Élise de reconstruire, elle dessina les plans d'un mémorial pour Camille. Un jardin secret dans le 5e arrondissement de Paris. Avec des sculptures de femmes enlacées évoquant leur lien sororal et lesbien. Léa collabora. Ses esquisses apportant une touche provençale de lavande et de soleil. Leur romance s'épanouit au fil des saisons. Hiver doux à Lyon. Où elle se blottissait devant des films de Agnès Varda. Riant aux éclats des héroïnes rebelles. Printemps dans les vignobles du Beaujolais. Où Élise apprit à vendanger. Les mains tachées de jus pourpre. Et où Léa lui murmura des promesses sous les étoiles. Était torride à Paris. Retour triomphaux dans l'appartement reconstruit. Où elles invitaient des amis du milieu lesbien pour des dîners animés de débats sur le féminisme intersectionnel en France. Mais la kénose dramatique culmina lors d'une exposition posthume des œuvres de Camille au Palais de Tokyo. Élise y présenta le mémorial. Un discours tremblant dédié à « ma sœur ». Mon amour perdu. Qui m'a appris que l'oubli n'est pas la fin. Mais le début d'un pardon. Léa. À ses côtés. Serra sa main. Et au milieu des applaudissements. Elles s'embrassèrent publiquement. Un acte de défiance romantique face aux murmures conservateurs. Pourtant. Une ombre plana, Léa découvrit qu'elle portait en elle un secret médical. Un diagnostic de sclérose en plaques précoce. Hérité peut-être de son ascendance provençale. La nouvelle frappa Élise comme un écho du feu, une menace invisible guettant leur bonheur naissant. Et si je t'oublie? Moi aussi. Murmura Élise dans la nuit. Lovée contre le corps fiévreux de Léa. Celle-ci. Avec sa résilience sudiste. Répondit, alors. On se souviendra ensemble. Comme Camille l'aurait voulu. Elles affrontèrent cela avec une détermination farouche, consultation à l'hôpital Édouard Herriot. Soutien d'associations LGBT+ lyonnaises. Et voyage thérapeutique en Provence. Chez la famille de Léa, une tante excentrique qui avait elle-même vécu un amour lesbien dans les années 70. Militant pour les droits sous Pompidou. Le climax arriva lors d'une tempête d'été qui raviva les peurs d'Élise. Un orage violent frappa Lyon. Des éclairs ébranlant le ciel au-dessus de la confluence Rhône-Saône. Et un feu de cheminée mal éteint menaça l'appartement de Léa. Élise. Alertée par un appel paniqué. Courut à travers les rues inondées. Son cœur cognant comme lors de cette nuit fatale à Paris. Elle fractura la porte. Trouva Léa toussant dans la fumée. Et la porta dehors. Haletante. Victorieuse. Je ne t'oublierai jamais. Jura-t-elle. Leurs lèvres se scellant sous la pluie battante. Un baiser chargé de rédemption. Ce moment. Cathartique. Dissipa les fantômes, Élise comprit que l'amour véritable était une vigilance éternelle. Un choix quotidien contre l'oubli. Au fil des mois. Leur union se solidifia. Élise déménagea à Lyon. Fusionnant son cabinet avec un projet d'architecture durable inspiré par les toiles de Camille, des espaces queer-friendly à travers la France. Des refuges pour amours marginalisés. Léa. Malgré sa maladie. Continua à curater des expositions. Dédiant chacune à l'héritage des femmes qui aiment les femmes. Leur mère. Transformée par le deuil. Les visita enfin.
apportant des lettres jaunies de sa propre jeunesse. Confessant un amour non avoué pour une camarade de pensionnat bordelaise. J'ai été faible. Mes filles. Admis-elle. Les larmes coulant sur ses joues ridées. Mais vous. Vous êtes ma force. Le dénouement survint un soir d'automne. 2 ans après le feu. Lors d'une cérémonie au Mémorial parisien. Sous un ciel crépusculaire. Élise et Léa échangèrent des vœux informels. Entourés d'amis et de la mémoire de Camille. Dans tes yeux. Je retrouve ma sœur. Murmura Élise. Passant une alliance gravée d'une flamme stylisée. Léa sourit. Sa main tremblante serrant la sienne, et dans ton cœur. Elle nous unit pour toujours. La valeur humaniste émerge à clair, l'amour lesbien. Dans sa vulnérabilité française. Transcende la perte. Tissant des fils de pardon et de résilience. Paris et Lyon. Ville d'amour et de secrets. Devinrent le décor d'une vie recomposée. Où le drame du passé illuminait l'avenir.